Ensuite, il y a la fonctionnalité de ces organes, qui dépendent de l'énergie nerveuse de chacun. C'est-à-dire qu'il faut bien les alimenter, ces organes. J'ai une super voiture, mais j'ai pas de carburant. Ben, je peux avoir une Ferrari dans le garage. Moi, avec ma Clio 1, si j'ai du gasoil, je te grille avec ta Ferrari qui a pas de. Donc, ça sert à rien d'avoir des super organes. Donc, si j'ai pas d'énergie nerveuse, si je suis vidé, rincé, toi tu parlais avec une montre qui donne une évaluation, mais si je dors pas assez, si je suis perpétuellement derrière les écrans à bouger mon système nerveux. Salut Fabien. Ben, bonjour David, puis bonjour à ceux qui nous écoutent. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Est-ce que tu as une petite routine du matin et qui te permet d'être en forme et de bien démarrer la journée? Alors, bah, ce matin, oui, je me suis couché tard, donc j'ai dormi que 5 heures. Donc ma routine, ça a été la première chose, ça a été de faire du feu dans les locaux de ma maison d'édition. Ça, c'est le petit rituel en hiver qui me convient bien. Parce que pendant que je fais du feu, je fais le point sur la journée à venir, sur ce qu'il faut faire. Et donc ça me pose, ça me ramène dans l'instant, et dans quelque chose de très élémentaire. Donc ça c'est c'est quelque chose que je fais depuis 3 ans, tous les hivers. Soit des fois ça peut commencer par couper du bois, monter du bois dans le bureau parce qu'il est au premier étage, et ensuite mettre le feu. Puis après une bonne douche, mais pas froide. Quand je dors peu, je sens pas du tout de faire une douche froide. Donc là j'ai plutôt pris une douche chaude, et puis voilà, j'ai pu structurer ma tête pendant ces deux espaces-là avec l'élément feu et l'élément eau, et je suis en forme pour être avec vous. Magnifique. Ouais, moi aussi, quand je suis fatigué, etc., j'évite l'exposition au froid parce que ça devient un vrai stress et du coup après j'ai du mal à me réchauffer, etc. Et j'y vois vraiment pas d'avantage. Tandis que par contre le reste du temps, c'est vraiment quelque chose qui m'énergise, qui me permet d'être focus, vigilant, etc. Et puis en plus j'ai beaucoup de plaisir moi à avoir ce rapport avec le froid. Et c'est marrant, tu vois, ce contact avec les bûches, avec le feu, avec des choses très manuelles parce que on en parlait d'ailleurs un petit peu la dernière fois, et c'est vrai que on est passionné par ce qu'on fait, mais on passe quand même la majorité de nos journées devant des ordinateurs. Et moi aussi, tu vois, par exemple, avant j'avais une maison à Poussan et j'avais mon petit potager, mes poules, etc. Et le fait de remettre les mains dans la terre, de me reconnecter un petit peu à des formes de racines entre guillemets, me faisait énormément de bien et m'équilibrait, tu vois, dans ma vie et dans ma journée d'entrepreneur. Je pense que c'est important si on arrivait à avoir moi, quand il fait meilleur, j'ai plus de temps pour aller voguer un petit peu dans le jardin le matin ou courir un coup. Et c'est vrai que ça change la perception de la journée parce on a vite la possibilité d'être éthéré en étant un peu hors sol avec les écrans, les téléphones, les visios, et se mettre des ancrages avec des endroits où on peut se brûler, on peut se piquer, on doit se laver les mains ou faire X ou Y, ça nous ancre autrement. Donc moi j'essaye de ritualiser un petit peu ma journée avec des éléments comme ça, parce il y a tellement d'urgence et de choses à gérer qu'on empile, qu'en fait on pourrait transiter une journée entière sur l'écran sans même autocontact d'éléments, on va dire, stimulants, Oui, sensoriellement. alors que c'est notre biotope, on l'a peut-être oublié, mais c'est vraiment notre élément naturel et puis on est un petit peu programmé là-dessus. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont montré les avantages de l'exposition à la nature à plein d'égards, que ce soit sur l'humeur, sur la capacité du cerveau à être créatif, à gérer des problèmes, même à être plus intelligent. Je me souviens qu'il y avait une étude qui était assez marrante où ils avaient fait des tests de mémorisation et de résolution de problèmes dans des salles avec des tableaux qui montraient des buildings, VS des salles où tu voyais des photos de forêt, etc. Et les résultats étaient meilleurs quand il y avait les photos de forêt. Donc le simple fait même de la voir par sa fenêtre, potentiellement, influence positivement le fonctionnement cognitif. On peut citer tous les ingénieurs, les scientifiques, même les artistes qui vont chercher l'inspiration dans la nature. Et pas seulement dans la contemplation, hein, simplement le fait d'être dans la nature. Donc ça c'est assez dominant, et c'est pour ça que moi je veille à toujours avoir un cadre très naturel autour de moi, et que sinon tu dois être en stimulation externe. Ta dopamine, tu vas aller chercher ailleurs, et que du coup c'est une escalade qui est pas du tout vertueuse, et dans le temps ça tient plus. C'est pour ça aussi que les gens se posent souvent la question, mais comment ça se fait que les CD de relaxation ou de bruit de nature se vendent à Nature et Découverte?
Parce qu'en fait, ça fait du bien. Mmh. C'est pas, les gens n'ont pas 25 € à mettre dans des bruits de pluie comme ça pour faire joli, parce que c'est pas l'achat honteux, mais pas loin. Mais en fait, parce que ça te relie quelque part à ce que tu n'as pas autour de toi. Donc, même si c'est artificiel, ça crée quand même quelque chose. Le bruit blanc, l'environnement que ça génère. Donc, c'est triste que ça soit artificiel, mais au moins, ça nous garde une reliance avec notre être fondamental. D'ailleurs, j'avais lu le livre La tribu des mentors de Tim Ferriss, qui a interviewé une centaine des plus grands leaders de notre planète, que ce soit des musiciens, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des ingénieurs, des joueurs de poker, etc. Et j'avais vraiment été surpris parce qu'il y a une question qui est qu'est-ce que tu fais quand tu te sens dépassé, quand tu as des problèmes que tu n'arrives pas à gérer, etc. Et peut-être que 80% d'entre eux ont répondu je vais marcher dans la nature. Et moi, j'ai pu le constater moi-même aussi, tu vois. Et pour autant, ça a un côté un petit peu contre-intuitif parce que justement, quand tu te sens submergé par un problème, tu as envie De d'y bosser passer plus de plus. temps, Ouais. de rester plus dessus, etc. Alors que c'est vraiment l'inverse qu'il faudrait faire, entre guillemets, pour que le cerveau, justement, ait suffisamment d'espace libre pour déjà diminuer la charge de noradrénaline et de cortisol qui coupe un petit peu la cognition. Puis ensuite, justement, avoir cette inspiration, cette vision d'ensemble, ce défocus qui permet de faire des liens, de relier des points et puis de trouver des bonnes solutions. Ben, en fait, souvent, on creuse le même sillon qui nous a amené au problème. Et donc, du coup, tu bosses beaucoup, mais dans la même direction que ce qui n'a pas marché. Donc, ça peut pas fonctionner. Donc, faut déprogrammer. Donc, ça, c'est facile à dire. Mais quand tu es dans le problème, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois abandonner, tu dois lâcher prise, tu dois dire, là, je suis plus le mettre à bord et je fais un pas de côté. Alors que tu es sous un rouleau compresseur. Sauf que c'est souvent la chose à faire. C'est soit ça, soit tu passes la main. C'est-à-dire que tu dis, bah moi, mon cerveau, il est plus calibré pour trouver cette option-là. Donc, je transmets la réflexion, voire l'action, à une autre personne. Donc, je délègue, ce qui est encore plus dur. Mais en tout cas, il faut changer. De créer la rupture, je pense qu'il y a uniquement la répétition des problèmes et puis des accidents de parcours qui nous amènent à lâcher prise rapidement. Et ça, on le voit avec cette plasticité-là. Ça va être les anciens qui vont nous l'amener, qui ont su passer des étapes, qui ont su se renouveler, qui ont su se relever de crash, et puis qui vont garder un self-control énorme, et qui vont avoir une facilité à prendre des décisions qui, à l'extérieur, nous paraissent hyper dures. Mais en fait, c'est ce renouvellement-là, cette régénération de l'esprit qu'ils ont su avoir très tôt. Comme au poker, tu parlais de poker, perdre pour gagner. Et il y a des fois, faut ça, quoi. Faut perdre presque un peu d'estime de soi ou la sensation de maîtriser ou d'avoir l'emprise sur le contrôle, pour revenir avec une fraîcheur et puis un prisme de lecture autre. Et d'autant plus maintenant, dans une période qui est hyper instable, quasiment au semestre. Voilà. Pour ça que là, on va parler du jeûne. T'as vu, je fais le lancement, hein. C'est que des fois, il y a un problème. Problème, par exemple, une personne, elle n'arrive pas à prendre de poids chronique, elle a un problème d'assimilation, donc elle mange 2-3 000 calories, elle ne prend pas un gramme. Et tu lui dis, faut que tu jeûnes. Ça va pas. Mais sauf que toi, tu lui amènes un angle de vue que jamais elle aurait imaginé, que la société entière ne peut pas concevoir, et qui pourtant est une solution largement admissible. Et après, tu peux l'expliquer d'un point de vue physiologique. Sauf que tu tiens un bâton avec ton problème et tu veux pas le lâcher. En fait, ton problème ne peut pas vivre, ne peut pas circuler. Et moi, c'est ça que j'aime bien au niveau, on va dire santé, mais bien-être, c'est que des fois, la solution, elle se trouve dans un axe autre que toute l'énergie qu'on a mise à profit. Moi, je suis toujours étonné que s'occuper de soi, ça demande du changement. Et que souvent, il y a des personnes, pour les petits changements qu'on leur propose, ça va être un torrent émotionnel, alors que l'énergie qu'elles mettent à peu progresser au quotidien, voire à stagner, n'est rien en comparaison. Et donc là, c'est pour ça que on doit débloquer quelque chose au niveau psychologique. Et c'est ce ressort-là, moi, qui m'intéresse, et que le jeûne, par exemple, peut venir représenter. Ouais, tu sais, j'ai lu un article il y a quelques semaines, quelques mois, qui m'a pas mal interloqué et qui montrait qu'en réalité,
la dépense calorique, donc la quantité de sport qu'on faisait dans la journée, était pas forcément corrélée avec le fait de prendre ou de perdre du poids. Donc quelque part, en fait, le fait de faire beaucoup plus de sport ou de dépenser beaucoup plus de calories diminuait en réalité la balance d'autres systèmes, donc par exemple le système immunitaire ou autre. Et donc au final, la dépense énergétique, le métabolisme global de la journée restait, somme toute, relativement semblable. Pour faire cette étude, ils avaient observé des tribus Asda, ou je suis plus tout à fait sûr de quelle tribu, qui étaient actifs toute la journée. Ils avaient un volume d'activité, je ne sais plus, 10 fois supplémentaire, 10 fois supérieur à un sédentaire lambda. Bon, ce qui, tu vas me dire, est pas très très difficile au vu de notre faible taux d'activité. Mais soit, donc beaucoup plus d'activité, et pour autant, ils mangeaient pas plus de calories, et donc ils étaient à poids potentiellement égal. Et donc, bon, après, je pense que c'est quand même à tempérer, parce que moi, je me rends compte que quand je fais beaucoup d'endurance, etc., il faut quand même que je mange en conséquence pour compenser un petit peu. Mais ça va un petit peu dans le sens de ce que tu dis, où tu partages là l'histoire de quelqu'un qui mange 2-3 000 calories, qui n'arrive pas à prendre de poids, et donc qui, a priori, a des problèmes d'assimilation. Et peut-être que, tu vois, moi, à l'inverse, je me souviens quand je faisais de la muscu, je mangeais beaucoup de glucides toute la journée pour essayer de prendre du poids. Pour changer un petit peu de gabarit, et puis prendre un petit peu faire un peu d'hypertrophie. Et aujourd'hui, je mange moins en termes de calories, en termes de repas, puisque je fais plus que 2 repas par jour. Et pour autant, j'arrive à maintenir mon poids de forme. Donc, il y a cette espèce de décorrélation entre la quantité de calories ingérées et puis le poids. Et j'ouvre à ce sur quoi j'ai envie de t'emmener, c'est que tu vois, moi, j'ai souvent entendu parler du jeûne comme une façon d'améliorer la santé, de stimuler l'apoptose, etc. Et en fait, je t'ai déjà entendu dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a changé ma perception et ma compréhension de l'outil. C'est de dire que quand tu fais du jeûne, en réalité, il y a 40 à 50% de ton énergie qui n'est pas utilisée pour la digestion et qui peut être utilisée pour autre chose. Est-ce que tu peux explorer cette perche que je te lance? Ouais, bien sûr. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Alors, déjà, on doit partir sur où va notre énergie. On va dire, on est toujours dans un volume de 100% d'énergie, quel que soit notre niveau de fatigue ou d'explosivité au niveau énergie, on a un volume de 100%. Et on va répartir cette énergie en fonction des différents besoins, des différentes stimulations qu'il y aura dans une journée. Donc, il y a de l'énergie relationnelle qui va vers l'extérieur, et il y a de l'énergie, on va dire, interne. Et il y a de l'énergie consciente, c'est-à-dire les activités qu'on va choisir de faire. Je choisis de parler, je choisis de bouger mes mains, je choisis d'aller courir tout à l'heure, je choisis de marcher, je choisis, bref. Et puis il y a les activités subconscientes qui sont celles de mon système nerveux autonome, les processus métaboliques que tu as pu nommer. Je ne pense pas à respirer, je ne pense pas à filtrer mon sang, je ne pense pas à faire de la détoxination cellulaire, je ne pense pas à aller aux toilettes, c'est une envie qui arrive, etc., etc. Et donc, mon énergie de la journée, je vais la dépenser en fonction de mes besoins. Là, on a une activité intellectuelle, donc j'ai mon sucre qui va au cerveau, je dois être alerte avec ce que tu dis, je dois réfléchir, je dois conceptualiser, je dois verbaliser, je dois structurer, etc. Si je vais courir, c'est mon locomoteur qui va fonctionner. Je vais bouger, va y avoir mon sang, ma lymphe qui vont aller plus vite, ma respiration qui va s'accélérer, et évidemment tout ce que je disais, le locomoteur, les muscles, les tendons, les ligaments qui vont s'activer, les systèmes articulaires. Ok. Et puis je vais manger à un moment donné de la journée, et là, beaucoup d'énergie va être occupée. Alors, il y aura encore plus d'énergie selon que... Alors c'est pareil, on peut revenir sur la douche. Si je prends une douche froide ou une douche très chaude, je vais aussi demander de l'énergie à mon corps pour réguler la température. Et là, admettons qu'il fait très froid, il fait -4 aujourd'hui, je mange froid. Imaginons que je mange cru. Eh ben, je vais déjà demander de l'énergie à mon corps, à mon estomac pour remonter la température. Ensuite, j'associe mal les aliments. Je les mastique mal. Je vais encore plus demander d'énergie. Donc là, je parle évidemment d'un individu lambda. Donc, si toi, tu fais 2 repas par jour, mais la plupart des gens, à cette heure-là, donc il est 9h18, ils ont peut-être déjà fait 2 prises alimentaires. Donc la prise alimentaire le matin pour le petit déjeuner, et puis ils sont arrivés au travail, c'est le retour le lundi. Allez hop, Michel, un petit croissant. Merci Bernard. Salut Sylvie. Eh ben oui, je prends un petit croissant. Donc on a 2 prises alimentaires. Ensuite, il y aura le repas du midi, 3 prises alimentaires. Le petit plaisir de fin d'après-midi, 4 prises alimentaires. On grignote quand on rentre, 5 prises alimentaires, et on mange le soir 6 prises alimentaires.
Je compte pas le carré de chocolat ou le popcorn devant la télé. On en est à 6 prises alimentaires. Donc on a une digestion quasi permanente sur la journée, parce que c'est dès l'instant que je vais manger un glucide complexe, ou des protéines ou autres, ça va me prendre 3 heures, grosso modo. Et si je mastique mal, et puis si j'associe mal les aliments, un peu plus. Donc on va dire que de 7 heures du matin à 22 heures, je suis en digestion permanente. 22, 23 heures. Ok, 23 heures. Donc j'ai 9 heures, 8 heures, pardon, sans pause de digestion. Lorsque je vais décider de moins manger, comme toi, tu fais 2 prises alimentaires, ben tu augmentes déjà ton temps de disponibilité pour autre chose, c'est-à-dire ton énergie métabolique liée à la digestion et l'assimilation, elle est déjà court-circuitée. Mais tu es toujours à 100% d'énergie, sauf que la répartition de cette énergie va se faire différemment. Tu vas avoir plus d'énergie disponible potentiellement pour ton locomoteur et pour ton intellect. Et bien entendu, pour tes processus subconscients, et de ce qui va nous intéresser aujourd'hui beaucoup, c'est la détoxination cellulaire et la régénération cellulaire. Et donc, dès l'instant que tu vas te mettre en situation de jeûne, la plupart des gens pensent qu'ils sont en fatigue. Et ça, c'est vraiment... Je me bats avec les gens, je me suis encore battu la semaine dernière, parce que j'ai jeûné, j'ai accompagné des amis en jeûne. Je disais, je suis fatigué. Je dis, non, tu n'es pas fatigué. Mais si tu vis pas mon état, je suis fatigué. Je sais que tu n'es pas fatigué. Tu es en inversion énergétique. Ça, c'est une expression de Désiré Mérien, donc mon maître dans le jeûne. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais court-circuiter et répandre l'énergie que j'ai économisée par la digestion et l'assimilation vers d'autres principes, et mon énergie nerveuse va s'en trouver augmentée ailleurs. Donc en définitive, je pourrais être plus alerte au niveau cognitif, et sur des sports d'endurance et pas d'explosivité, je pourrais même être plus performant. Les gens vont me dire, ah non, tu peux pas courir quand tu jeûnes. Mais avez-vous fait l'expérience? Il y a des études qui ont été menées sur des gens qui font du sport d'endurance. Alors, quand je parle d'endurance, c'est au-delà du 800 mètres. Faut être clair, parce que sinon, ça demande une arrivée de sucre trop rapide, et là, le jeûne n'est pas conseillé du tout. Par contre, j'en parlais, je crois, la dernière fois, c'était pour des marathons, on le voit, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien. Et dès l'instant qu'on est habitué à fonctionner sur ce mode-là, c'est-à-dire sur la néoglycogénèse, le non-apport de sucre direct, mais la transformation des graisses ou des lipides en sucre, ça fonctionne. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans le jeûne, quand tu parlais de mieux-être, si je ne mange pas cette énergie-là que je ne vais pas mettre à la digestion, elle va se répartir. Si je ne surstimule pas mon cerveau, si je ne surstimule pas mon corps à faire des choses, vers les processus autonomes qui sont la détoxination cellulaire et la régénération cellulaire, les processus que j'accomplis tous les jours, mais très peu. Et si en plus je grignote beaucoup dans la journée, infiniment peu. Et c'est pour ça que le matin, vous aurez transpiré, vous aurez la laine chargée, vous aurez les urines chargées, parce que c'est le seul moment de la journée où vous avez pu détoxifier la nuit en étant en repos cérébral et en étant en repos corporel. Et si j'augmente ces plages-là comme tu le fais, évidemment, je vais être en meilleure santé parce que je détoxifie plus mes déchets métaboliques et je me régénère plus au niveau cellulaire et pas que au niveau de mon système immunitaire. Donc moi, j'aime bien cette idée-là. En fait, c'est de faire translater l'énergie d'un pôle à un autre. Je m'économise. Et c'est pour ça que moi, dans le jeûne, je préconise le jeûne au repos. Parce que si je fais un jeûne en étant en suractivité, ou intellectuelle et ou physique, en définitive, je vais toujours pas mettre d'énergie vers les processus subconscients que sont la détoxination cellulaire et la régénération cellulaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent jeûner en étant très actifs, intellectuellement ou physiquement. Disons, jeûner, c'est facile. Dire oui, mais il n'y a pas d'inversion énergétique vraiment vers les processus autonomes, donc tu ne pourras pas être efficient de ce point de vue-là. Donc moi, j'essaie toujours de travailler là-dessus, sur le moins de stimulation possible, et plus on économise, en fait, plus on évite de perdre de l'énergie, de dilapider son énergie, plus on va favoriser l'expression et l'harmonie de son équilibre métabolique. Je trouve que cette observation, cette compréhension de l'énergie, de la façon dont elle fluctue au cours de la journée est absolument passionnante. Toi, tu as vraiment un niveau de précision là-dedans
qui est très élevé quand tu parles des aliments froids, etc. J'avais pas été aussi loin. Moi, tu vois, je viens de loin. C'est-à-dire que pour moi, au début, la dépense d'énergie, c'était le fait de faire du sport. Si je faisais pas de sport, bah, globalement, j'avais pas trop dépensé d'énergie. Et de plus en plus, après, j'ai inclus dans mon système les stresseurs. Donc, tu vois, les petits moments de stress, etc., je pouvais avoir dans ma journée. Puis petit à petit, j'ai commencé à évoluer, à observer de plus en plus mon énergie et la façon dont elle fluctuait au cours de la journée. Puis je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui me drainaient de l'énergie. Donc, je l'ai élargi à mes relations sociales. Et puis des tâches aussi dans mon travail qui me drainaient de l'énergie parce que j'aime pas les faire. Donc, tu vois, le fait que j'aime pas les faire, même si elles sont pas forcément stressantes ou difficiles, déjà, j'ai un mauvais discours intérieur parce que je dis à mon cerveau, ah non, je vais devoir faire ça, etc. Et puis, du coup, la tâche va correspondre à l'idée, à la prévision que je m'en étais faite. Et puis là, je m'amuse. Donc, j'ai une Garmin Fenix 7 et dessus, j'ai affiché. Ils ont un truc qui s'appelle Body Battery. Ça se base un peu sur l'observation de la fréquence cardiaque au repos, de la VFC, etc. Et ça te permet de voir comment évolue ton énergie, enfin ta réserve d'énergie au cours de la journée. Bon, bien évidemment, il y aurait plein de critiques à faire à ce neurofeedback, enfin à ce feedback tout court, à ce biofeedback, pardon. Et c'est clairement pas une science. Mais pour autant, je trouve que c'est très très intéressant d'observer que le week-end, par exemple, je peux aller faire un trail. Là, tu vois, je te disais qu'hier, j'avais été faire un trail de 2h30 dans la montagne et tout. J'ai couru 2h30 dans la montagne. Voilà. Et je suis revenu. Donc, c'était en fin de journée. Hein. Donc, j'avais déjà toute ma journée derrière moi. Je suis revenu, il me restait 50% de body battery. Alors que parfois, la plupart du temps d'ailleurs, pendant la semaine, après une journée de travail classique, alors que j'ai même pas encore fait mon sport, donc même pas encore de vraies dépenses physiques, je suis en fin de journée, je suis plus qu'à 25%. Donc moins qu'après avoir fait 2 heures de sport. Donc, et tu vois, toutes ces petites choses me permettent de prendre conscience à quel point toute la réflexion, toute la charge cognitive, même quand elle est positive, même quand tu as passé une belle journée, même quand je fais un podcast avec toi et que je prends mon pied, tout ça, en fait, utilise de l'énergie. Et donc, essayer de voir comment tu la dépenses, comment elle se disperse aussi pendant la journée. Et d'ailleurs, à cet égard, l'alimentation est riche d'enseignements. Tu le disais, et puis j'en parlais avec Jack, qui est le dernier épisode que j'ai publié. Et donc, on se faisait tous les deux la réflexion que si tu faisais du jeûne intermittent, si le midi, t'évitais de manger des glucides et donc tu étais plutôt sur un régime low carb le midi, outre tous les avantages ou inconvénients d'un point de vue santé, là je parle pas vraiment de ça. Notre clarté mentale, notre capacité à activer notre cognition, avoir une énergie stable toute la journée était plus importante. Et ça, je l'ai constaté et avec plein de personnes, d'autres entrepreneurs, etc., avec qui j'en ai discuté, on l'a tous constaté. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que le corps va router et utiliser son énergie en fonction de la demande, en fonction de l'environnement, en fonction de la façon dont tu vis, des gens avec qui tu interagis, la façon dont tu manges. Et c'est vrai qu'avoir ce niveau de précision d'observation au point de te dire ok bah là je suis en train de manger cru et froid alors qu'il fait déjà froid dehors, etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire et tu disais pas qu'il fallait pas le faire, mais c'est pas anodin et en fait tout a un impact sur ce fonctionnement au cours de la journée. Donc ouais, je trouvais ça vraiment vraiment passionnant. Tu parlais et tu parles de l'impact cellulaire du jeûne. Je te propose qu'on discute un petit peu des durées. Il y a le fameux jeûne intermittent, le 16-8, que notre ami commun, le docteur Mouton, utilise comme l'arme fatale pour lisser l'HbA1c, donc grosso modo la glycémie, pour rétablir notre sensibilité à l'insuline et puis diminuer la glycémie à jeun, etc. J'ai lu et vu et entendu des gens, notamment autour de l'anti-vieillissement, dire qu'après 23 ou 24 heures, il y avait des processus d'apoptose, même s'ils commencent plus tôt, qui commençaient à s'exprimer de façon beaucoup plus importante, avec aussi peut-être des activations des sirtuines, etc., qui ont des avantages anti-vieillissement, de détoxification, etc., et de recyclage des protéines, de réparation de l'ADN, etc., qui étaient vraiment intéressants. Et puis après, bon, tu peux aller sur des jeûnes plus longs où là, c'est ce dont tu parlais, où tu disais que toi, tu essaies de te consacrer à cette pratique du jeûne sans avoir d'autres stimulations, donc sans aller marcher, sans aller faire ceci, etc. Et qui a l'air de répondre à un double avantage, en tout cas à un double objectif, qui est l'objectif santé, mais aussi l'objectif psychologique. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces différentes modalités ? Alors sur quoi précisément? Sur les différents bienfaits qu'on pourrait tirer Oui, du selon la jeûne, c'est durée. ça? Alors,
On va aller plus ou moins dans les profondeurs en fonction de la durée. Il faut vraiment le voir comme des paliers qu'on pourrait faire en plongée, par exemple. Si tu fais le jeûne intermittent, tu vas déclencher des processus de régulation au niveau de certaines hormones. Alors tu sais que tu vas déjà sur un jeûne intermittent, tu vas développer plus de testostérone. Tu sais également qu'il y aura une meilleure régulation de l'insuline, comme tu l'as dit, et tu vas avoir une gestion des sucres qui va être différente. Déjà avec le jeûne intermittent, son intérêt, c'est surtout ça. C'est au niveau de l'anabolisme, avec l'augmentation de la production de testostérone, et puis une régulation, on dirait, un peu plus catabolique au niveau de l'insuline. Donc, bon, c'est déjà très bien, on reste là-dessus. Ensuite, si on commence à faire un jeûne de 48 heures, 48-72 heures, 48 heures, on va dire, on va épuiser les réserves de glycogène qu'il y a au niveau du foie, donc les réserves de sucre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut quasiment tous, à de très rares exceptions, eh bien, passer 36 heures correctement sans manger, sans prendre aucun apport calorique, c'est-à-dire juste boire de l'eau ou pas boire. Parce qu'on a des réserves de sucre dans le foie qui sont disponibles. Alors les réserves, elles ne sont pas inépuisables et pas énormes, mais quand même, c'est 2000-2500 calories. Donc ça permet de tenir quand même pas mal. Quelqu'un qui brûle beaucoup de calories, ça lui fera une journée. Un individu lambda européen sédentaire, ça lui fait ses 36 heures facilement. Et donc une fois que ces réserves de sucre sont épuisées, là il y a ce qu'on appelle la crise d'acidose. Et donc c'est pas le moment le plus agréable du jeûne, c'est le moment le plus agréable en fait. Et là on transite vers un autre processus qui s'appelle la néoglycogénèse, c'est-à-dire que le corps va fabriquer à partir des réserves lipidiques du corps du sucre pour alimenter les cellules de l'organisme. Et parallèlement à ça, tout un tas d'autres processus métaboliques vont se mettre en place. C'est-à-dire par le fait que j'économise de l'énergie au niveau de la digestion, les processus qui ont du mal à se mettre en place en temps normal, enfin qui sont en place tout le temps, mais de manière insuffisante par rapport à la stimulation négative qu'on apporte au corps, notamment l'introduction de toxines ou la production de toxines au niveau endogène, eh bien je vais, au niveau de mon corps, nettoyer des circuits transporteurs de déchets métaboliques, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les fluides ambulants que sont le sang et la lymphe. Donc sur une journée, mes reins vont filtrer 80 litres de sang. Donc, on continue. Et puis ma lymphe va progresser tout doucement, à la fois par la stimulation de mes muscles, par le mouvement, et à la fois par la circulation justement de ce sang qui est contigu, et puis qui aide ma lymphe à progresser. Ma lymphe transporte des déchets métaboliques, mais également des cellules du système immunitaire. Et donc c'est ça qui est important, c'est que là on passe sur une phase qui va durer 4-5 jours de manière très efficace et qui va être ressentie fortement par le corps, parce que c'est comme si on nettoie les voies d'approvisionnement. Donc on va uriner plus chargé, on va expectorer un peu de mucus, on va transpirer, on va puer un petit peu au niveau de sa sudation. Et donc là, c'est la première phase du jeûne, le jeûne primaire. Je nettoie les déchets ambulants. Pourquoi ? Pour permettre l'accomplissement de la phase secondaire du jeûne, qui est l'autolyse des organes, c'est-à-dire le nettoyage des organes, donc le relargage des déchets métaboliques organiques sur les voies d'évacuation que sont le sang et la lymphe. Et donc, il faut vraiment le voir comme un entonnoir, ou alors comme des autoroutes en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Vous avez un gros axe de circulation. Vous avez là, comme les échangeurs autour des grandes villes, vous avez 12 voies d'autoroute pour le péage. Ça, c'est la détoxination avec les besoins du corps, donc ça sort. Et une fois que ça s'est régulé, vous avez les bretelles d'autoroute qui arrivent, et là, ce sont les organes. Et si vous n'avez pas fait passer le flux de touristes, vous ne pouvez pas faire arriver ceux qui arrivent des bretelles périphériques. Et donc, il faut vraiment visualiser ça. Et donc, je nettoie déjà le sang, la lymphe, pour, une fois épurés, les déchets organiques puissent passer et que ça ne fasse pas ce phénomène d'entonnoir qui surcharge les organes émonctoires, que sont les poumons, les reins, la peau,
les intestins et le foie, si on veut. Et donc que ça crée un blocage au niveau organique et puis de gros troubles avec des phénomènes de détoxination trop violents et difficilement supportables. Et une fois qu'on a autolysé les organes, ce qui prend 7-10 jours, pas complètement, hein, mais on comprend que mon propos est très schématique, évidemment. Hein. Il faudrait faire du cas par cas, et puis il y a toujours un nettoyage au niveau, il y a déjà un nettoyage au niveau organique pendant le jeûne primaire, mais bref, c'est pour schématiser et puis raccourcir mon propos. Et puis il y a une phase tertiaire, qui est la dernière phase du jeûne. C'est là où il y a ce qu'on appelle une recommunication énergétique entre les organes eux-mêmes, c'est-à-dire pour que l'organisme ne soit plus des éléments disparates, mais soit en véritable symbiose. Et ça, c'est vraiment un jeûne qui est dans la profondeur. C'est un jeûne qui est plus calme, qui est moins symptomatique, qui va dans les couches profondes, mais qui fait qu'au final, on va ressortir avec une vraie vitalité. Ce que je vous raconte là, c'est un processus qui se passe sur 20-25 jours, grossièrement, on va dire 20 ou 30 jours, et qui dépend évidemment de l'individu, de son âge, de son degré d'intoxication au départ, mais qui est un schéma qu'on va voir de manière récurrente et qui va dépendre aussi de la qualité d'hygiène de vie qu'on va avoir au départ et de la descente alimentaire qu'on aura effectuée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont s'activer dans notre corps par séquence. Et puis, cette séquence-là aussi qui est à l'œuvre, c'est parce que là, je parlais beaucoup de détox, mais il y a un autre point, donc c'est le côté catabolique, de destruction, mais il y a un côté anabolique, de régénération cellulaire, où on va cicatriser plus vite, où les cellules du système immunitaire défaillantes vont être détruites, mais renouvelées, et donc le système immunitaire sera plus efficace, où on va avoir des états inflammatoires chroniques qui vont s'exacerber par la montée d'acidose, mais qui vont rediminuer. Par exemple, moi on en parlait la dernière fois, j'ai des soucis sur la jambe gauche d'une fracture de fatigue. J'ai pu aller recourir hier sans douleur, ça faisait plusieurs mois, parce que j'ai pu faire une bonne descente alimentaire et bon, il y a un travail préalable. Et puis là, en jeûnant 6 jours, eh bien, ça a pu aller dans la profondeur de mes tissus, donc j'ai eu très mal au niveau du mollet, mais j'ai pu sortir, ce qui fait que ce matin, je suis à peine douloureux, je dirais à peine plus qu'à l'ordinaire avant mon jeûne, sans rien faire. Donc, et ça, c'est la détoxination cellulaire tout autant que la régénération cellulaire. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de détoxifier? Tu disais par exemple que les reins filtraient 80 millilitres de sang par jour, le foie aussi, enfin le foie il filtre pas mais il nettoie tout ça, et cetera. Il y a la lymphe qui sont un peu les égouts du corps. Bon, je schématise volontairement, mais au final, on a Ouais. déjà plein de systèmes au quotidien qui nous permettent a priori d'avoir ce nettoyage des émonctoires, du corps, et cetera. Exactement, la machine humaine, elle est parfaite, elle est absolument formidable. Alors il y a deux choses. La première chose, ça tient à la génétique de chacun. C'est-à-dire que si vous regardez un individu d'il y a 2 ou 3 générations, très massif, très osseux, toi tu vis à la montagne, donc on va prendre un type montagnard, donc c'est-à-dire les pommettes larges, une cage thoracique épaisse, une ossature qui est 2-3 fois supérieure à la nôtre, eh bien il va avoir des gros organes. Il va avoir des gros poumons, il va avoir des gros reins, un gros foie, un gros cœur. Donc, des organes éliminatifs très fonctionnels. Il va avoir un souffle plus prononcé, un volume d'air résiduel moins fort, une grosse amplitude à amener de l'oxygène, des gros reins pour filtrer et un foie conséquent pour filtrer aussi, mais d'une autre manière, et puis un cœur pour propulser le sang partout. Donc ça, c'est la première chose, c'est la disposition génétique. Et on voit qu'il y a plutôt on va dire un rapetissement, entre guillemets, des organes qu'un grossissement ou qu'un maintien du niveau. Ensuite, il y a la fonctionnalité de ces organes, qui dépendent de l'énergie nerveuse de chacun. C'est-à-dire que il faut bien les alimenter, ces organes. J'ai une super voiture, mais j'ai pas de carburant. Ben, je peux avoir une Ferrari dans le garage. Moi, avec ma Clio 1, si j'ai du gasoil, je te grille avec ta Ferrari qui a pas de. Donc, ça sert à rien d'avoir des super organes. Donc, si j'ai pas d'énergie nerveuse, si je suis vidé, rincé, toi tu parlais avec une montre qui donne une évaluation, mais si je dors pas assez, si je suis perpétuellement derrière les écrans à bouger mon système nerveux, si je suis en stress, euh,
si voilà, je fais pas d'activité physique, si je me renouvelle pas, si je respire pas efficacement, bah mon énergie va baisser et j'aurai pas de quoi alimenter mes organes. Et la troisième chose, c'est en fonction de paramètres extérieurs. C'est qu'est-ce que je vais mettre en correspondance par rapport à la possibilité X de ces organes de filtrer mes déchets. Ils ont une capacité limitée de filtration. Ils peuvent être gros, ils peuvent être petits, ils peuvent être moyens. Ils ont une capacité X à chaque fois de gestion des déchets métaboliques. Si j'ai ma poubelle bleue et ma poubelle jaune devant chez moi, la communauté de communes me dit combien de litres vous voulez, David, pour votre famille. Bah, je vais prendre 200 litres, poubelle de 200 litres. Ok, mais si au début tu fais 150 litres, ça va, ta poubelle elle peut gérer, c'est évacué, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à 200 litres, c'est oula, saturation. Et je vais reprendre cette image-là plus tard. C'est limite, faut que je fasse gaffe. Je peux gérer, mais pas trop. Si j'arrive à 220 litres, aïe, je vais compresser, donc je vais abîmer ma poubelle. Et si je mets 300 litres, ben en fait, je vais devoir mettre mon sac poubelle par-dessus. Ma poubelle, c'est-à-dire que je suis en excédent et que ma poubelle de 200 litres, elle ne peut pas gérer mes 250 et mes 300 litres, donc je vais les stocker. Donc comment ça se traduit au niveau physique, physiologique, pour les gens qui nous écoutent, comprennent, c'est que vous avez une capacité X à gérer des déchets métaboliques extérieurs, donc c'est-à-dire la malbouffe, enfin bref, la bouffe n'importe quelle qu'elle soit, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les perturbateurs endocriniens, les toxiques comme l'alcool, comme la cigarette, comme le café, comme les boissons énergétiques, etc. Les additifs alimentaires, les édulcorants, et puis ensuite le stress que vous allez faire qui produit des déchets métaboliques acides. Et donc tout ça, si vous en produisez au-delà de la capacité de vos émonctoires à les gérer, eh ben vous allez les entasser. Et vous allez les entasser dans les tissus adipeux, donc dans les réserves graisseuses de votre organisme, et puis tout autour des cellules de votre organisme, dans le milieu extérieur, extracellulaire. Et donc, bah, vous allez les accumuler, donc il faudra des moments de décharge. Ce qui veut dire que le passage de la poubelle, les boueurs, il faudra qu'ils passent non plus une fois tous les 15 jours pour la poubelle jaune, mais une fois toutes les semaines. Et donc, bah, là, il va créer une situation de j'ai besoin de plus. Donc, si j'ai besoin de plus, il faut que je crée du temps de disponibilité en plus, d'où ce que j'ai expliqué, le facteur de répartition énergétique, qui au quotidien ne peut pas être là suffisamment pour l'évacuation des déchets. Ça va être là un plus si je fais du jeûne intermittent, peut-être 25-30% en plus. Mais si j'ai accumulé avec le temps, bah, il faudra que ça soit sur des périodes plus longues. Donc en définitive, c'est vrai qu'on est bien équipé, mais il y a eu une diminution avec l'évolution, ou je dirais plutôt l'involution génétique de l'humain. Et d'un autre côté, il y a un accroissement des pollutions exogènes et nous sommes des individus plus fatigués, plus stressés, c'est-à-dire moins aptes à produire de l'énergie nerveuse pour stimuler ces organes à fonctionner correctement. C'est très clair, j'aime beaucoup tes images et tes métaphores. Et donc, si les boueurs a besoin de passer plus souvent parce que la poubelle sature trop vite, pourquoi est-ce que on devrait faire un jeûne? Enfin, pourquoi est-ce on pourrait faire un jeûne? Parce que devrait, c'est un petit peu, c'est pas terrible comme mot. On devrait faire un jeûne de 30 jours, de 25 ou 30 jours, une fois par an, plutôt que par exemple un petit jeûne d'entretien de 24 heures toutes les semaines, par exemple. Parce que j'ai parlé de couches profondes qu'on devait Ouais. aller chercher. Et donc là, on fera de surface. Alors c'est très bien. Par exemple, pour stimuler les gens quand ils jeûnent avec moi, je leur dis, jeûnez une journée toutes les semaines. Et puis on regarde ce que j'ai enseigné, ils me disent, ouais, mais on a compris, c'est pas assez, les couches profondes, tout ça. Je dis, oui, d'accord, ok. Sauf que sur une année, ça fait combien? Ça fait 52 jours. Ça fait quasiment 2 mois sans manger. Tu le sens quasiment pas passer dans ta semaine. Donc l'économie organique, elle est gigantesque. C'est-à-dire euh, sur 10 ans, ça te fait 1 an et demi où t'as pas mangé. C'est gigantesque. Ouais, c'est énorme. Donc, les efforts du quotidien. Moi, ce que je dis, à chaque fois que vous pouvez sauter un repas, soyez opportuniste, sautez-le. À chaque fois que vous pouvez éviter un grignotage, évitez-le. Robert Masson, qui est un très grand naturopathe, lui, son ennemi, le premier ennemi, ce qu'il mettait en thune numéro 1, c'était le grignotage. Si tu grignotes, tu stoppes tes processus.
Et donc, eh bien, tu tires une balle dans le pied. Alors, ça peut être occasionnel, ça peut être sympathique. On ne parle pas de vie sociale, hein. On parle de régularité, de chronicité, de quotidien. Et donc, je pense que il faut faire ces actes quotidiens comme jeûner de manière hebdomadaire, mais qu'il faut trouver des créneaux, des interstices pour aller dans la profondeur, réparer les tissus profondément et puis activer ces régénérations organiques qui demandent plus de temps. Et puis, ben, on est dans une ère où on est quand même très stimulé. On fait beaucoup de choses, et même quand on est en vacances, ben, on veut aller visiter, on veut aller voir les copains, on veut manger, on veut faire de l'activité, on veut lire, on veut rarement se reposer. Parce qu'on a peu de temps de vacances, donc on veut optimiser. Et donc, eh ben, si on choisit de jeûner, on jeûne vraiment, et on fixe une date pour notre jeûne. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que on cherche toujours à comment remplir, comment mettre plus, comment ajouter des compléments alimentaires, comment mieux optimiser nos journées, pouvoir, rentabiliser chaque minute pour lire plus de livres, suivre plus de formations et cetera. Alors que peut-être, que de temps en temps, la seule chose dont on a besoin, c'est de faire une forme de dopamine détox et puis, de rien faire. Et d'ailleurs, je pense que tu pas le seul, mais en tout cas, enfin sûrement pas le seul, mais de ceux que je connais, tu fais partie de ceux qui proposent justement un jeûne où tu te dédies à la pratique du jeûne et où tu n'essaies pas de détourner ton Ouais. énergie vitale ou ta pensée, ta psyché sur des activités tierces annexes du type aller marcher, faire des massages, écrire, introspecter, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Je comprends bien vraiment ta philosophie du jeûne lorsque tu jeûnes pour jeûner. J'aimerais juste creuser un petit peu sur le jeûne, on va dire, d'entretien que tu peux faire de façon hebdomadaire pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui auraient du mal, en tout cas qui sont pas prêts à dédier 30 jours à le faire une fois par an parce que bah, ça leur représenterait 3 semaines sur leurs 5 de congés payés. Est-ce qu'il y a moyen de hacker un petit peu ce jeûne hebdomadaire, par exemple, en faisant par exemple le dernier repas en mode cétogène, le repas d'après en mode cétogène, peut-être en utilisant de l'huile MCT pour pouvoir continuer et maintenir ses activités quotidiennes tout en augmentant la durée de jeûne et puis qui plus est en rapprochant le switch, parce que tu parlais du switch à partir de 36 heures où tu passais des réserves de glycogène du foie à la néoglucogénèse, à la production de cétone, etc., parce que tu les as épuisés. Bah, j'imagine que si tu appauvris ces réserves avant de démarrer le jeûne, ou potentiellement que tu fais durer le jeûne plus longtemps grâce à l'huile de MCT qui te donne de l'énergie sans avoir de glucides, et ben probablement que tu peux avoir malgré tout plus d'avantages au niveau de ces voies métaboliques sans pour autant avoir les inconvénients qui sont que tu dois te dédier à la pratique. Alors moi, une de mes grandes passions, c'est la descente alimentaire du jeûne. Je suis vraiment très 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 friand de travailler là-dessus. C'était le travail entrepris par Désiré Mérien. C'est lui qui l'a. Il n'y avait pas de descente alimentaire avant que Désiré Mérien ne parle de descente alimentaire, ce qui lui a valu d'être qualifié d'hérétique à l'époque dans le milieu du jeûne. Mais c'est pour moi fondamental. Donc lui, il n'était pas du tout dans le cétogène. C'était pas un truc du tout qu'il avait investigué. Ça l'a pas intéressé. Et moi, ça m'a passionné parce qu'en fait, il y a un aspect mimétique avec le jeûne. Ce qui fait qu'on rentre dans le jeûne de manière très douce et progressive, avec une crise d'acidose qui est très 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 peu symptomatique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que ce soit le plus confortable possible. Et donc, je dirais même pas le dernier repas, je dirais les 2-3 derniers jours, si vous voulez. Vous pouvez par exemple faire 3 jours de cétogène, 48 heures de jeûne, 3 jours de cétogène. Ça vous fait une semaine, vous le sentez quasiment pas. Et en fait, ça vous fait une semaine où vous fonctionnez pas avec les glucides et où vous pouvez aller beaucoup plus dans la profondeur pendant que ces 48 heures-là de jeûne que si vous aviez fait, par exemple, 3 ou 4 jours sans descente alimentaire, très clairement. Et donc, ben, moi, c'est ça que j'encourage à faire. Et il y a beaucoup de gens qui, soit pour des raisons de poids, c'est rare, mais pour des raisons, ils ont des vies familiales très chargées, un gros boulot, des grosses dépenses énergétiques, et ben tu fais en fait des descentes, des reprises, des descentes, des reprises, des descentes, des reprises, en mettant juste 24, 48, voire 72 heures de jeûne dessus, et on a déjà des très très bons résultats, vraiment très bons. Donc moi c'est ça à quel j'encourage. Ce qu'il faut comprendre aussi, là on est dans une période où on sort des fêtes. Et donc tous les ans je fais une vidéo, là, cette année je l'ai pas faite parce que les 3 dernières années je l'ai faite, donc c'était pas plus utile. J'appelle ça les défaites de fin d'année. En définitive, on arrive à partir du 20 décembre, ça commence à sentir le roussi,
Ça amène des chocolats, ça amène des gâteaux, ça fête les départs en vacances, on fait des bonnes bouffes entre collègues. Déjà, on arrive le 24, on est bien, quoi. Ça a déjà bu, ça a déjà mangé, ça a déjà pris des pâtisseries. Il y a le 24, il y a le 25, il y a le 26 où on va dans la belle famille ou la famille lointaine. Après, il y a le 30, le 31, le 30, on a fait avec les collègues, le 31 avec la famille, le premier, on remet ça, enfin, le 31 avec les amis, le premier avec la famille, on fait durer. Là, il y a eu la galette des rois la semaine dernière. Bref, c'est un mois de marathon de toxines. Et donc, les C'est une gens après hormèse alimentaire. c'est une bonne hormèse alimentaire et les gens se disent ah tiens c'est bizarre j'ai eu la gastro. Eh ben non c'est l'émonctoire intestin qui a dit hop 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 moi je vidange parce que justement c'est en excès par rapport à ce que j'ai dit. Parce qu'en définitive quand il y a surcharge eh ben, il y a délestage mais ça on en parlera peut-être plus tard je pense que ça peut être intéressant. Et donc moi l'excès je le vois on parlait d'activité physique comme un effort physique demandé au corps imposé au corps. Je t'impose de faire un repas de 3 heures, 4 fois plus gros que tes besoins et avec des mauvaises associations alimentaires, avec de l'alcool, avec une mauvaise mastication, etc. Et donc, comment on fait pour un effort physique? Un effort physique, ça se prépare et on récupère. Vous faites pareil au quotidien. Quand vous savez que vous allez avoir un repas de fête, un repas convivial ou un repas extraordinaire, vous faites une monodiète, soit un repas cétogène, soit un repas juste de fruits avant, et vous reprenez de même. Vous sautez le repas d'après pour laisser au corps le temps d'éliminer, et vous faites soit un repas de fruits, soit un repas cétogène. Et là, vous revenez dans le fil de votre vie sans avoir à accumuler trop de déchets. C'est cette accumulation d'événements extraordinaires, sans les gérer tels qu'ils sont et tenter de les équilibrer, qui fait que vous allez avoir une surcharge de toxines, puis à un moment donné, des symptômes aigus de délestage de toxines. Et donc, en fait, c'est entrevoir sa vie, non pas comme une frustration, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose d'équilibré sur lequel on peut avoir la main. Même si vous faites un repas improvisé comme ça fort, vous dites oui, mais je saute le repas d'après, je m'en fous. Pas grave. Pas me stresser. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi pendant le repas, puis se lâcher. Mais c'est la meilleure des façons. Comme là, moi, pourquoi mettre le jeûne hebdomadaire le lundi? Si jamais il y a eu un écart le week-end, il est nettoyé. Et en fait, on va se rendre compte que ces journées de jeûne-là, elles ne vont pas travailler vraiment dans la profondeur, elles vont rattraper les écarts qu'on peut avoir au niveau de notre manque de sommeil, de notre stress et de nos excès alimentaires. Ouais, j'aime beaucoup cette image, cette ondulation. On en revient à cette homéostasie qui caractérise le vivant, le nôtre, et puis tous les cycles de la nature, des saisons, etc., du soleil, les rythmes circadiens. Et donc ouais, c'est vraiment hyper intéressant, et je le vois même, tu vois, tu peux placer cette semaine, enfin cette journée pardon, de 24 heures, 36 heures, 48 heures, pour le moduler aussi en fonction de ton activité physique. Justement pour les sportifs qui nous écoutent, comment est-ce que tu arrives à concilier ces moments de jeûne, de détoxification? Parce qu'en réalité, le jeûne peut être considéré comme un stress, de la même façon que le sport, mais les deux sont de types différents, et le sport va avoir tendance justement à créer des déchets métaboliques acides, etc., liés à l'activité Ouais. physique, que le jeûne permettra probablement de détoxifier. Donc j'imagine que sur cette journée-là de 24 heures, tu éviteras peut-être de faire du sport, ou alors peut-être un petit run Clairement. léger, comme tu disais, en endurance fondamentale peut-être. Plutôt une marche tranquille. Justement, faut le voir avec une journée de rupture par rapport au quotidien et que là, on est tranquille. J'avais un ami très cher, grand hygiéniste, Roger Lemadec, dont j'ai eu le plaisir de rééditer son ouvrage à titre posthume. Voilà, qui était un très grand ami de Désiré Mérien et qui a étudié l'hygiénisme pendant une bonne quarantaine d'années, à la fois auprès de Désiré Mérien, donc, mais également auprès d'Albert Mosseri. C'est quelqu'un qui a commencé sa vie en étant dans un centre de réadaptation pour handicapés jusqu'à 12 ans, qui était analphabète jusqu'à 12 ans, et qui est devenu PDG de Pantashop. Alors, je ne sais pas si tu connais Pantashop, David. Pas du C'était tout. très connu dans les années 80-90. C'était une grande ligne de grandes marques où il y avait une chaîne de vêtements et notamment de jeans, de pantalons. Et donc c'était très très connu en France.
Et donc, il était PDG de Pantashop. Et lui, il jeûnait tous les lundis, mais ce qu'il me disait, c'était sous la couette. C'est-à-dire, je ne sors pas de mon lit. Je dépense tellement d'énergie les 6 autres jours de la semaine, il faut que j'ai un jour où ça soit la balance équivalente. Donc c'était jeûner sous la couette. C'était la fenêtre ouverte pour avoir un bon air. Et je ne sors pas du lit. Et ça, pour moi, c'est la sagesse. La midi hibernation. Donc je ne dis pas qu'il faut le faire à tous les lundis, mais que peut-être une fois pour mois, ça soit un sur 4, un vrai gros repos, quoi. Parce que sinon, on peut passer à côté de son jeûne et on va oublier que le corps, c'est le repos. Regardez les animaux dans la nature. Faut dire, ils font rien, ils sont oisifs. Ils gèrent leur énergie. C'est-à-dire, la lionne, elle va dormir, elle va roupiller, mais elle va avoir une explosivité énorme, elle va avoir un stress énorme aussi, mais il va falloir que ça soit contrebalancé, ces exploits-là physiologiques. Et donc, je pense que nous sommes dans une société où nous devons accomplir des exploits physiologiques énormes, depuis l'enfance. Une adaptation à des rythmes qui ne sont pas naturels. Voilà, vous réveillez vos enfants et vous disent « je suis fatigué », ok. Vous les stressez pour qu'ils mangent, vous les stressez pour qu'ils s'habillent, vous les stressez pour qu'ils se lavent, vous les stressez pour qu'ils montent en voiture, pour arriver à l'école, et ils sont stressés pour se mettre en rang, ils sont stressés pour finir leurs devoirs, ils sont stressés pour finir leur jeu à la récré. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais dans une dynamique où le temps nous impose, nous dicte un fonctionnement qui est très dur. Et si vous pouvez vous y astreindre une journée de temps en temps, c'est merveilleux. Et en fait, vous êtes même en perte d'espace-temps, c'est presque angoissant. Vous posez votre téléphone et vous oubliez l'heure ou n'importe quoi. Juste aujourd'hui, je me laisse traverser par la journée. C'est une expérience. Alors que ça devrait être la norme. Ça devrait être ça, hein. Et du coup, et sans compter l'activité très forte. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, là, l'autre coup, je fais une journée de 7-8 heures. Donc j'arrête à, je sais plus, 16h30, 18h de bosser. J'avais honte. Je me sentais coupable. Mais vraiment, c'est pas pour faire genre, je me sentais coupable. J'ai rien foutu aujourd'hui. Je me sentais vraiment coupable. En fait, je regarde mes journées, puis mes semaines. Ouais, en fait, je fais des semaines de 70-80 heures. Minimum. Bon, en fait, c'est pas normal. Donc, du coup, quelle amplitude je vais mettre en face? C'est que c'est devenu routinier. Je ne côtoie que des gens comme ça, forcément. Comme toi aussi, ça doit être le cas. Donc, c'est une norme. Et quand je vais voir des gens qui disent, toi, c'était cool cette semaine, ou elle était un peu chargée cette semaine, j'ai fait 38 heures. T'as fait un demi-temps. C'est pas dire c'est moins bien, c'est mieux, ou c'est pas ça. Mais je me dis, moi, j'ai une usure, en fait, que eux n'ont pas. Donc, comment je vais faire pour compenser? Comment je vais faire pour tamponner? Et c'est ça que j'aimerais faire passer aux gens qui nous écoutent. C'est que vous devez être honnête, vous ne pas vous raconter d'histoire à vous, avec vous-même, par rapport à votre investissement en temps, en énergie et en stress. Et que la seule question à se poser, c'est qu'est-ce que je mets en face sans me raconter d'histoire? Ouais, j'ai connu aussi les semaines de 80 heures et puis surtout la culpabilité quand j'essayais de travailler moins et de l'autre côté la frustration de pas avoir de travailler trop et de pas avoir assez de temps potentiellement pour lire des livres qui m'intéressaient, pour passer du temps avec certaines personnes, etc. Et donc que je sois d'un côté ou de l'autre, dans tous les cas, j'avais entre guillemets un sentiment négatif. Puis petit à petit, j'ai quand même réussi à trouver plus d'équilibre là-dedans, notamment grâce à ma femme, à la vie de famille, et puis surtout en comprenant que le fait de moins travailler me permettait d'être plus efficace à deux égards. Le premier, parce que de la contrainte crée l'innovation, et donc dès l'innovation. Donc le fait de contraindre mes journées m'a permis de mettre en place des process et d'être plus efficace sur certaines choses, de déléguer d'autres choses, etc., sur lesquelles j'étais pas forcément dans mes zones de génie. Et la seconde, parce que le fait d'avoir plus
de ressources cognitives, mentales à disposition, me donne plus de clarté et, de mon point de vue, améliore ma créativité, ma productivité, la façon, ce que je suis capable d'accomplir justement pendant mes phases de deep work. Quoi qu'il en soit, le fait de passer une journée comme ça sans rien faire comme tu le proposes, pour moi, c'est un challenge qui me fait plus peur que d'aller courir un ultra, tu vois. Ah bah Vraiment. oui, forcément. Parce que toi, t'es un pulse. Ouais, ouais. Donc forcément, Et voilà, puis, là, puis c'est j'ai toujours l'arrêt. l'impression de pas avoir suffisamment de temps pour nourrir toutes mes passions. Enfin bref. Mais du coup, c'est très intéressant. Et tu vois, le fait que ça me fasse à ce point la peur me fait dire aussi que c'est un petit peu un fléchage vers l'étape d'après et quelque chose qu'il faut que j'arrive à implémenter et tester cette année. Donc, je me note ça comme challenge pour 2024. Et j'aimais bien ton parallèle avec les enfants parce que c'est tout à fait vrai. Donc, j'ai une petite fille qui a 3 ans et en fait, tu t'aperçois qu'elle n'est pas du tout dans le même temps que nous parce qu'elle n'a pas les mêmes contingences. C'est-à-dire que si on va se promener, ben, moi, ou qu'on va quelque part en marchant, moi, j'ai envie d'arriver à ce point-là. Donc, je suis plus sur l'objectif, le résultat, que sur le chemin. Tandis qu'elle, elle peut peut-être s'arrêter tous les 5 mètres pour regarder une fleur ou quelque chose. Ça lui pose pas de problème parce qu'elle, elle vit juste le moment présent. Et en fait, l'endroit où on a envie d'arriver, elle en a strictement rien à faire. De la même Mm. façon qu'elle est en train de jouer, bah, je lui dis c'est l'heure de manger. Et puis, elle me dit bah non, attends, je suis en train de jouer. Tu vois, le fait que on doit manger à ce moment-là parce que c'est prêt, en l'occurrence, etc. C'est pas quelque chose qui l'impacte. Alors je lui dis, maintenant elle dit encore 2 minutes. Et elle sait même pas ce que ça veut dire 2 minutes parce qu'elle a pas la notion du temps. Elle a 3 ans, mais elle sait que du coup 2 minutes, ça veut dire que grosso modo bientôt on devrait aller manger. Ça lui permet de tamponner un petit peu, de pas se sentir frustré, de devoir arrêter directement ce qu'elle est en train de faire. Et mais tu vois, à chaque fois que nous on est pressé par le contexte extérieur, par le fait d'arriver à l'heure à l'école parce que on doit arriver entre 8h20 et 8h30, sinon le portail il est fermé, et ben c'est quelque chose qui la percute pas du tout. Donc le fait que quand on est un petit peu en retard, je la presse et je lui dise vite, il faut mettre les chaussures, etc. parce qu'on est en retard, c'est quelque chose qui dépasse complètement son câblage et son système de pensée. Et c'est vrai que c'est un petit peu le mode de fonctionnement de l'humain par défaut. Et on pourrait rêver peut-être de vivre parfois sans montre, justement, tu vois, de suivre justement notre énergie, de vivre vraiment le moment présent et de pas être bloqué par la façon dont on a décidé d'orchestrer notre journée pour essayer de faire rentrer le plus de choses possible. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, justement, avec mon fils. Les week-ends, bon là, il est plus vieux, mais jusqu'il y a encore 2 ans, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'horloge chez nous. Et du coup, depuis qu'il est tout petit, mais vraiment depuis tout petit, depuis qu'il a 1 an et demi, je lui laisse manger. C'est lui qui décide le moment de ses prises alimentaires. Et à partir de 4 ans, de 4 à 7 ans, les week-ends, il jouait, et c'était pas avant 14-15 heures qu'il avait faim, la première fois. Et, et au bout d'un moment, il commençait à comprendre le mécanisme d'une journée. Et à regarder le soleil, etc., le temps qui passe, quoi, et avoir une évaluation. Il dit, mais on n'a toujours pas mangé, là. Et moi, ma question, c'était, est-ce que tu as faim? Non. Mange quand t'as faim. Et moi, vu que j'ai pas de problème avec ça, je me greffais à lui et je me régalais. Il était aspiré par le jeu. Et là, je renvoie à tous les gens qui nous écoutent. Quand il dit, je pourrais pas sauter un repas. Il me manque, j'ai besoin d'eux. En fait, quand vous êtes aspiré par votre passion, vous ne voyez pas le temps passer, vous n'avez pas faim. Point. Donc les enfants, quand vous leur laissez, quand ils sont inspirés par l'instant, quand ils sont dans l'accomplissement de ce qu'ils ont à faire, ils ne sont pas parasités. En fait, beaucoup de personnes dans notre société s'ennuient, et donc mangent et s'alimentent par ennui. Et comblent l'ennui par l'alimentation ou d'autres choses, ou la cigarette, ou les écrans, ou peu importe. Quand on arrive à faire 4 heures de réseaux sociaux par jour, c'est qu'il y a un ennui profond, c'est-à-dire que, allez, 30 heures dans ma semaine, c'est-à-dire une semaine de travail, passé sur les réseaux sociaux, à quoi? Rien. Qu'est-ce que vous auriez pu créer pendant 30 heures? Si vous aviez quelque chose dans les tripes de viscéral dans le bide, vous l'auriez mis ailleurs. Et vous n'auriez pas eu faim. Si vous êtes avec des personnes que vous aimez, des personnes inspirantes, si vous êtes dans une activité passionnante, captivante, là où il y a votre cœur, votre zone de force,
vous n'avez pas faim. Eh bien, les enfants, eux, sont là-dedans et en fait ne sont que dans le physiologique. Tac, il y a un stimuli, manger. Le reste du temps, on s'en fout, quoi. Parce qu'ils ils ont ce pouvoir d'être dans l'instant. Et nous, notre quête d'adulte, c'est simplement de redevenir des enfants. C'est tout ce qu'on fait, les formations, le travail sur nous, à grand renfort de peine. C'est simplement de revenir à quelque chose de primal et très initial. Et en fin de compte, si tu es passionné, tu reviens à un équilibre très simple. Il y en a qui pourraient comparer ça à l'état amoureux, où quand on est amoureux, on n'a pas faim. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que quand on n'est pas heureux, on n'a pas faim? Peut-être c'est juste ça, ou peut-être parce qu'on mange parce qu'on n'est pas heureux. Je sais pas. Ça, c'est des questions. C'est une question. Pour le coup, j'ai pas de réponse. Euh, Autant, hein, parce qu'évidemment qu'il y a besoin de nutrition physiologique. Reste que, quand on regarde les personnes épanouies, sont moins obsédées par la nourriture et la prise alimentaire, puis on se dit ouais c'est bon, je verrai, je mange. T'es assez détaché de ça, quoi. Tu vas faire très attention à la qualité et l'horaire. Tu vas le faire pas. Tu vas dire oui c'est un outil fonctionnel. En fait, ce qui me rend heureux, c'est l'activité ou c'est le lien ou c'est l'action, quoi. Donc c'est très intéressant d'observer les enfants. Je pense que c'est fondamental pour apprendre et que eux ils ont une clé incroyable, qu'ils ont un instinct sur lequel on peut pas aller, nous. Et d'ailleurs ils vont naturellement jeûner dès l'instant que le moindre petit souci de santé arrive. Ils vont se mettre en retrait de nourriture et ils vont laisser faire leur corps. Donc ça c'est une vraie sagesse, on va dire presque primitive, atavique, qui les permet de se sauvegarder, de se mettre en retrait de nourriture sans frustration et sans peur. Ce qu'un adulte a des grandes difficultés à faire. Merci Fabien pour pour cette sagesse qui me. J'ai pas envie de rebondir. Je pourrais dire plein de choses, mais en réalité, tu as tout dit et c'est vraiment magnifique. Donc, merci vraiment pour ça. Le temps avance. Il y avait un dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi sur le jeûne. C'est un point peut-être un peu plus philosophique. Je vais vulgariser volontairement pour amener un petit peu le débat, mais c'est sur une forme d'opposition entre AMPK et mTOR. AMPK, c'est un petit peu une voie cellulaire de la survie. On dit que justement, elle s'active quand tu jeûnes, quand tu manges en dessous de ton besoin calorique, etc. Et c'est associé à la longévité, parce que le corps se met en survie justement et préserve ses systèmes internes. Mais pour autant, c'est pas une voie qui est hyper dans l'intensité, dans la construction musculaire, dans le fait de réussir des choses importantes, etc. Donc c'est potentiellement une vie longue, mais un petit peu pauvre, un petit peu en deçà de ce que l'humain est capable. Et mTOR, de l'autre côté, c'est son antagoniste, c'est la voie de la construction musculaire, le fait de faire du muscle, de se remettre d'un stress en devenant plus fort. C'est plutôt la voie justement de l'intensité, de la performance, de la réussite. Je trouve que, tu vois, d'une certaine façon, par exemple, on pourrait voir le jeûne intermittent. C'est pour ça que j'aime bien aussi cet outil comme un équilibre entre les deux. Parce que quand tu es en jeûne le matin jusqu'à, je sais pas, midi, par exemple, tu vas plutôt être sur AMPK. Et puis après, l'après-midi, tu vas recommencer à manger. Tu vas peut-être être plus sur l'anabolisme, etc. Et donc, tu vas peut-être activer mTOR. Est-ce que tu penses que et donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais aussi parce que là, je le prenais sous le prisme du jeûne intermittent, mais sur la façon dont tu proposais le jeûne comme une façon d'équilibrer ta semaine. Est-ce que tu le vois justement comme l'outil qui permet de jongler entre les deux, d'avoir les avantages d'AMPK en termes de survie, de longévité, etc., et en même temps ceux de mTOR qui nous permettent d'exploiter pleinement notre potentiel? Alors, c'est une question qui est physiologique, mais qui est en fait métaphysique. On pourrait l'apparenter au yin et au yang du taoïsme. Et si on parle du yin et du yang, de point d'équilibre et de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un, si on raisonne au niveau alimentaire, on peut penser au régime Okinawa de l'île au Japon qui porte le même nom. Donc là où il y a le plus de centenaires. Le deuxième endroit étant la France. Et donc Okinawa, tu bases sur la restriction alimentaire. C'est le premier précepte de l'alimentation Okinawa, c'est Arashibu,
prononce mal, c'est ça comme ça. Ça veut dire je sors de table en ayant encore faim. Donc je suis en frustration. Donc j'accepte le catabolisme. Mais je ne suis pas dans un mouvement anabolique. Le deuxième précepte, dont j'ai oublié le nom, c'est de considérer en mastiquant que chaque aliment est un médicament. C'est-à-dire, je mets ma conscience. Donc les deux préceptes du régime n'ont rien à voir avec les aliments. C'est le positionnement par rapport à l'aliment. Et c'est un régime dit de longévité. Donc c'est fait pour durer. Si j'ai dit que ce sont des taoïstes, ce sont des personnes qui ont une vie spirituelle. C'est-à-dire que leur énergie est consacrée à la méditation, à la contemplation, à la lecture, à l'apprentissage. Bien sûr, il y a l'expérimentation sociale, mais il n'y a pas l'impulsion physique qui demanderait un système avec un anabolisme autre. Et si on veut faire rentrer un régime de longévité dans une vie d'intensité, c'est pas possible. Je parlais tout à l'heure des individus qui sont sanguins, pléthoriques, c'est-à-dire prostates thoraciques, etc. Leur pathogénésie, ce sont les troubles cardiovasculaires. Ils ont des gros organes, donc il faut un gros cœur pour alimenter tout ça, donc ils durent moins longtemps. On évalue la vie d'un homme par rapport au nombre de pulsations. C'est quelque chose qui est dit un peu à la fois comme une légende, puis à la fois comme quelque chose d'assez intéressant quand on regarde les médecines alternatives. Comme si tu avais un nombre de pulsations limité dans ta vie, niveau cardiaque. Si tu as une vie intense, ton cœur va battre plus vite. Si tu as une vie calme, ton corps va battre moins vite, et donc tu vas fonctionner plus longtemps. Par exemple, moi j'ai plutôt une vie intense, je suis quelqu'un qui est dans l'intensité, donc je suis beaucoup à créer, à détruire quelque part, parce que pour créer beaucoup, il faut détruire beaucoup, au moins à l'intérieur, et donc il est probable que je vive moins longtemps que l'espérance de vie moyenne d'un Français. On me dira, mais c'est bête, tu consacres ton temps à la santé, et en fait, c'est pour ça qu'on regarde et dit, lui, machin, il faisait ça, il était jeune. Oui, mais quelle intensité et quelle disposition physiologique de départ? Mon profil, il est nerveux, tonique, capital minéral pas élevé au départ, et puis j'ai ce mouvement-là interne, très nerveux, très tonique, qui fait que je vous ai dit, j'ai dormi 5 heures, je fais des semaines de 80 heures. Vous avez juste à réfléchir. Est-ce que ça peut fonctionner longtemps comme ça? Non. Est-ce que c'est suicidaire? Non. C'est un élan du tempérament. Le but, c'est de se comprendre et de s'équilibrer. Donc, sachant cela, je vais faire des moments off où je vais jeûner 6 jours, des moments où je vais dormir beaucoup, des moments où je vais sortir de ma zone, mais juste intellect de stimulation, et je vais méditer beaucoup, faire du sport, et je m'équilibre. Et pour moi, l'existence, c'est apprendre à se connaître sur les temples grecs, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Et donc, je m'explore. Et donc, je suis dans mon yin, dans mon yang. Et à chaque fois que je vois quelqu'un, en consultation, je regarde ça, je dis, elle est en phase anabolique ou catabolique? Elle est en destruction ou elle est en construction? Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. La détoxination cellulaire, donc catabolisme, et la régénération cellulaire, anabolisme. Et ta question, elle est fondamentale. C'est-à-dire que je peux choisir la tranquillité, la paisibilité, la longévité, au détriment de l'intensité. En fait, c'est quelle est ma constitution, quel est mon appel, quel est mon besoin, quelle est ma mission. Et en fait, je vais me conformer à ça. Donc là, il y a une abbaye à 3 km de chez moi. Il y a un moine qui est centenaire. Sa journée est tournée vers la contemplation, la prière, le repos, le partage avec des gens de la même aspiration que lui, et la sobriété, parce qu'il a fait vœu de pauvreté. Bon, oui, il arrive centenaire. Si je vais quelques centaines de mètres plus loin, il y a un paysan
qui doit bosser comme un dingue toute la journée avec ses charges, ses dettes, son stress, son usure physique, il n'arrivera jamais à ça. Mais peut-être qu'au départ, ils avaient le même potentiel physiologique. Donc je pense que la première chose, c'est d'être bien conscient de ce mouvement yin-yang, création-destruction, qui est la base de l'univers. Hein. C'est le chaos initial. Et ensuite, c'est se connaître. Mais c'est dur de se connaître. Ça veut dire qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, il faut se voir intégralement, y compris avec ses zones d'ombre. D'ailleurs, moi, je vous partage ça. C'est un état d'être dont je ne suis pas fier, qui est ce qu'il est. Je suis ça. Enfin, j'ai l'impression que je suis ça. Avec des côtés qui peuvent paraître vertueux et des côtés qui peuvent moins le paraître. Mais peu importe. Le travail d'investigation que j'ai fait sur moi est celui-ci. Celui que j'ai fait pour essayer de comprendre la mécanique humaine et le fonctionnement de l'existence est un autre. Et j'essaie de m'harmoniser au mieux avec ça par rapport aux contingences de mon existence. Et donc là, je parlais d'une période, par exemple, on ne peut pas être linéaire. Là, je vous disais, nous venons de traverser 3 semaines festives. Donc, qui vont être assez destructrices pour notre corps. Elles vont favoriser le lien social, la joie qui va être constructive, mais à quel prix je vais beaucoup me détruire? Eh bien, je vais mettre des choix avec mon libre arbitre en face pour m'équilibrer. Et donc, j'aime beaucoup cette approche-là, et que c'est pour ça que la sobriété voudrait que on se connaisse, on connaisse ses besoins au quotidien, on connaisse ses zones d'ombre aussi, on connaisse cette dépendance à notre tempérament, parce que je pense aussi qu'on est esclave de notre tempérament, par une forme de déterminisme où on est projeté à un endroit, on peut difficilement en extraire, et que pour moi, il y a 2 choses qui sont fondamentales, c'est la discipline et les pratiques qu'on va mettre en place pour soi, et l'entourage qu'on va choisir, qui vont nous emmener plus ou moins dans ces zones d'excès ou d'apaisement. Je fais en sorte de collaborer avec des personnes qui ont un tempérament complémentaire au mien, c'est-à-dire opposé. Parce que sinon, si je suis qu'avec des gens qui ont le feu un peu immodéré au niveau des projets, on va tous se cramer mutuellement. Ce n'est pas bon. Moi, je vais amener des gens qui sont un peu plus posés dans la longévité, à être stimulés à sortir de leur zone de confort, et eux vont m'amener à être plus posés. Et donc, c'est un équilibre des forces, c'est que dans mes pratiques, je vais pas faire des choses qui sont hyper stimulantes, je vais pas faire du bastric à soufflet de forge, je vais pas reprendre encore, j'adore épicer, évidemment, donc je vais pas faire gaffe à pas prendre trop d'épices, je vais pas prendre trop de gingembre, je vais pas trop faire de sport, je vais pas trop m'activer, parce que c'est déjà mon tempérament. Dire les gens, oui, ça me fait plaisir, mais c'est normal parce que c'est ta zone de confort. Va à l'opposé, et c'est ce que tu disais là, c'est cette peur de rester au repos, ça m'énerve, là ça j'ai peur. T'as pas peur d'aller courir 2h30 dans le froid par -5 le dimanche, après une journée de boulot, mais par contre rester au lit ça te fait peur. 80% des gens c'est l'inverse. Parce que ton tempérament de dire, moi tu m'amènes un projet, j'y vais, je m'en fous, parce que moi, bam, je rentre dedans. Ah, mais si je te demande de rien faire, hein, rien faire, attends, tu veux dire rien? Bah ouais, rien quoi. Rien, je peux quand même lire. Non, je viens de te dire rien faire. Ouais, mais lire, c'est rien faire. Non, non, pas compris, c'est pas. Ah merde. Et là, ça commence à réfléchir. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ton tempérament, quoi que tu fasses, tu seras un cheval au golet qu'il faudra dompter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et là, quand on t'entend, tu parles de ta fille, bah, tu la parles sous quel terme? Tu pourrais dire, ouais, sur le jeu, elle s'éclate, on joue. Non. Elle est calme, elle est posée, elle profite de l'instant. Tu choisis de voir d'elle ce côté-là, voilà, qui est complémentaire au tien. Et donc, du coup, toi, tu vas, plutôt que de la tirer vers toi, en faisant un ersatz de toi, allez, vas-y, on fait plein de trucs, gna 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 gna, une pile électrique, et ben, tu vas dire non. Je sais que c'est elle qui est bonne pour moi, et je me mets sur son rythme à elle. Et moi, la vie, je l'envisage comme ça. Au niveau alimentaire, au niveau de l'activité physique, au niveau repos, au niveau du travail, au niveau de l'entourage, eh ben, anabolique, catabolique. Ou ce que tu traduisais, toi, avec des processus comme APMK, ou Torséen, ou mTorséen, et qui est fantastique. Parce que ça nous aide à comprendre par la science et la physiologie un mouvement et une mécanique qui est pour moi entièrement métaphysique. Mais vraiment, vraiment, je suis convaincu que cette traduction-là matérielle n'est que le fruit d'un travail de l'esprit.
T'as totalement raison. D'ailleurs, tu parlais de ma fille, mais ma femme, c'est pareil. Elle est d'une certaine façon à l'opposé de moi en termes de tempérament et elle m'aide à m'équilibrer. D'ailleurs, je l'ai souvent dit parce que je le ressens, tu vois, elle m'aide à m'équilibrer. Et ce tempérament, c'est vrai qu'il est, tu sais, je m'intéresse beaucoup à la génétique, à la génomique et donc il y a plusieurs gènes aujourd'hui qui sont associés justement à cet héritage d'un point de vue comportemental, notamment sur la sensibilité et la recaptation de la dopamine, de la sérotonine, la sensibilité à la noradrénaline, au cortisol. Et d'ailleurs, tu vois, ces jeux de gènes un petit peu gagnants qui te poussent à prendre beaucoup de risques, à ne pas avoir trop peur de la souffrance, etc., à bien gérer le stress, et ben, on les retrouve par exemple chez les Kennedy. Qui ont la particularité pour 10 ou 12 d'entre eux d'être morts avant 40 ans, Ouais. souvent parce que donc il y en avait qui étaient accros à la drogue, qui ont fait des overdoses, un autre qui s'est craché en avion, etc. Mais donc il y a effectivement cette partie tempérament qui est peut-être innée et héréditaire. Et puis après, il y a quand même les comportements. Et les comportements, eux, ils tiennent plus de l'environnement, de l'épigénétique, de la façon dont C'est on l'a fait. ça. Et donc, tu vois, moi j'ai connu ces addictions à la drogue, à plusieurs drogues différentes, plusieurs drogues différentes, à plusieurs choses, aux femmes, etc. Et puis au travail, je te parlais de mes semaines de 80 heures, etc. Et pour autant, eh ben, aujourd'hui, j'ai l'impression, à certains égards, d'avoir réussi à par l'environnement, à maîtriser un petit peu ce cheval fou au galop. Et tu vois, par exemple, mon envie de faire des aventures, eh ben, je pourrais partir une semaine tout seul et puis potentiellement me mettre en danger parce que s'il m'arrive quelque chose, je meurs. Bah, plutôt que de le faire, je me rêve aventurier en essayant d'aller courir un ultra trail par étape dans le cercle polaire arctique, dans la jungle ou ce genre de choses, mais qui est quand même organisé, etc. Ou vis-à-vis de mon travail, grâce à ma vie familiale, à ma femme, à mes filles, etc. Et ben, j'ai aujourd'hui un rapport complètement différent et j'accepte le fait de prendre le temps de perdre du temps, de passer du temps justement avec mes filles, avec ma femme, à faire des choses qui sont pas rentabilisables d'une certaine façon, mais me remplissent et me rendent heureux. Donc, je trouve que c'est intéressant quand même de voir à chaque fois cet équilibre aussi entre l'inné et l'acquis et le pouvoir qu'on a là-dessus. En tout cas, j'adore ta vision de cette recherche d'équilibre et ça me fait dire qu'il faudrait que je lise plus de choses autour du taoïsme et de ce yin et de ce yang parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est inspirant et pour autant, j'ai jamais vraiment été creusé en profondeur pardon, ces philosophies orientales. Je rebondis juste une Vas-y. petite minute sur ce que tu as dit sur la notion de couple. Alors là, c'était le couple amoureux, mais ça pourrait être le couple professionnel, le couple amical, peu importe. Et souvent, on va dire, il faut que je trouve quelqu'un qui me ressemble. Que ce soit au niveau pro, faut que ce soit pareil. Au niveau du couple, c'est pareil. Souvent, les gens disent, ouais, mais on se ressemblait pas. Moi, je veux quelqu'un comme moi. Mais ça s'appelle un miroir, quoi. C'est pas bon. En fait, il faut trouver quelqu'un complémentaire qui te pousse dans tes limites, mais qui t'amène dans d'autres choses. Et c'est ça là, qui crée pour le coup, la longévité du couple. Et moi, je l'ai vite vu au niveau des projets que je menais ou dans les amis que j'avais. Bah, c'était une belle complémentarité parce que je me rendais compte que ceux que j'avais comme le même tempérament que moi, c'était occasionnel parce qu'en fait, tu te crames, quoi. Et, et donc, bah oui, on se ressemble, oui, on se comprend, oui, on est en symbiose, c'est trop bien, mais c'est l'escalade et puis c'est l'explosion. Ou alors, c'est l'atonie. Pour les gens qui sont un peu lymphatiques, bah, il se passe rien. On se ressemble, il se passe rien. Il y a pas de projet, il n'y a pas de bousculement, il n'y a pas de surprise. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, ben oui, je m'identifie et en fait, je suis attiré par des personnes où il y a une belle complémentarité, où il y a une osmose. C'est ça qui est beau. Et dans les projets, c'est pour ça que j'aime le collectif. C'est comment on peut créer quelque chose d'osmotique à partir de tempéraments tellement singuliers qui forment un tout parfaitement équilibré et homogène. Ouais, ouais, complètement. Et ça, j'ai pu l'observer plusieurs fois sur le plan professionnel, où justement, il faut mettre des cerveaux câblés différemment pour générer des idées plus créatives. Sinon, en fait, tu es tout le temps dans une forme de biais de confirmation où tu renforces ce que tu penses déjà. C'est ça. Il te reste a priori 8 minutes. J'ai 3 petites questions de fin que j'aimerais te poser. Donc, ça te donne 2-3 minutes par question. La première, la plus simple, est-ce que tu as déjà partagé quelques hacks, ta petite routine du matin, etc. Le fait de bien mastiquer, de manger en conscience, de penser tes aliments comme des médicaments à chaque bouchée. Est-ce qu'il y a d'autres petits hacks que tu utilises au quotidien pour exprimer ton plein potentiel? Ouais, la respiration. La respiration associée à la détente profonde. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est mon petit trésor.
que je partage. Hein, c'est trésor, ça veut dire je garde pas pour moi, c'est au contraire je le partage à l'envie. Donc là, on est à distance, hein, ça demanderait mais arriver à l'abandon total du corps et à expirer tout ce qui me met en tension. Je sais que je vais le faire, là, je vais le faire à 11h, je pense, après ma visio. Ouais, 11h, 11h30, je vais le faire. Je sais que ça va m'apporter une fraîcheur incroyable pour le reste de la journée. Donc c'est ça, c'est un abandon total du corps avec 3 grands expires. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis ces dernières années? Ouais. Ouais, le fait que je savais déjà, mais ça a beaucoup évolué. En fait, on est prompt à juger l'autre. C'est dur de pas juger l'autre, c'est vraiment dur. C'est très très dur. Et de dire je n'ai pas je n'ai pas la vérité, bon ça c'était acquis, mais tu dois abandonner cette partie orgueilleuse de toi qui fait que tu pourrais avoir une influence sur l'autre. C'est-à-dire c'est très orgueilleux de dire je pense que je peux t'apporter du bien et que tu as tort de ne pas t'intéresser à ça. Ça a évolué sur les dernières années parce que il y a des choses qui se font sur un temps court, il y a des choses qui se font sur un temps long, il y a des choses qui ne se font pas. C'est cette acceptation-là que oui, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire et peut-être qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Et ça a été paraît bête dit comme ça, mais dans la profondeur, évidemment, il faudrait que je sorte des exemples. Je n'ai pas vraiment envie ici, mais ça a été quelque chose de profond. Et aussi, et on en a beaucoup parlé, que l'autre est fondamental. Moi, j'ai beaucoup mené de projets solitaires, j'ai beaucoup porté de choses, et que là, plus ça avance, plus le groupe, plus le collectif prend une importance énorme dans ma vie. Et ça, ouais, l'autre et le groupe, ça a été le sujet, je pense, des 3-4 dernières années. Des 4-5 dernières années, c'est se mettre au service du groupe. Il y a une leçon de vie que tu aimerais transmettre à tes enfants, à ton fils? Oui, c'est ce que de vivre avec sa conscience, selon sa conscience, ne pas trahir sa conscience. Je lui en parle hein, depuis qu'il est tout petit, avec ses mots, même s'il comprend pas, il écoute. Je dis mais faut faut pas trahir le diamant qu'on a à l'intérieur. Faut pas éteindre la flamme qu'on a à l'intérieur. Faut pas se laisser éteindre. Il y a toutes les occasions de se diminuer, de se rabaisser, de se laisser influencer. Et c'est ça. Quoi qu'il arrive, ne trahis pas ta conscience. Il y a un prochain invité que tu aimerais entendre sur Limitless Project? Bah, c'est quelqu'un que tu connais. Je sais pas si tu l'as invité, Leonardo Pelagotti. Yes, je l'ai déjà reçu. Et il faudrait que je refasse un épisode avec lui en allant le voir chez lui dans le Cantal. Il m'a invité à plusieurs reprises. Et quand je l'avais reçu, à ce moment-là, il n'avait pas encore acheté son havre de paix dans la montagne. Il y a 10 jours, il y a le Festival du Froid. Pourquoi je pensais à lui? Parce qu'en fait, avec ses outils, il ramène les gens dans la pleine conscience du corps et dans l'instant. Et pour moi, ça me paraît fondamental. Après, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a un regard très complexe sur le monde et qui est un ami proche, qui est le docteur Louis Fouché, parce qu'il a une vision et une analyse de la société qui me paraît rare et précieuse. Il est à la fois philosophe, anesthésiste, réanimateur. Il a créé des groupes. Il anime des groupes. Et voilà, pour moi, ce sont des gens inspirants qui m'ont ramené au groupe, qui m'ont ramené au lien et qui nourrissent la complexité du vivant. Et ça, c'est beau. Comme Léo peut le faire, comme Pierre Dufresne peut le faire. J'aime les gens complexes. Ça, c'est sûr que. Et donc, je pense que toi, c'est ce que t'aimes aussi. Ouais. Et c'est pour ça que tu as créé un podcast. Les gens qui ont une complexité de regard où tu dis attends, c'est quoi son prisme de lecture?
C'est quoi sa grille d'analyse? Ça me fascine. Et donc, j'aime m'entourer de personnes comme ça, qui stimulent moi aussi ma vision complexe du monde, et puis que du coup, qui me font infiniment grandir. Ça me fait sourire parce que j'avais écouté une conférence de lui sur un sommet autour de l'épigénétique, justement. Ouais, Et avec Christian Vélo. ah oui, bah voilà, ils étaient tous les deux à ce sommet-là. J'aimerais recevoir les deux. Et alors, par rapport à Louis, parce que avec l'histoire du Covid, etc., il a été pas mal critiqué, etc. Et donc, c'est devenu compliqué de l'avoir. Et donc, j'avais fait un épisode avec Paul Landon, dont il avait écrit la préface de Paléo Sapiens, il me semble. Et donc, j'avais demandé à Paul de nous mettre en relation. Et Louis avait dit, OK, ça me va, on va faire un podcast et tout. Et puis après, j'ai jamais réussi à caler une date. Donc, si tu peux nous mettre en relation, je serais super heureux. Et c'est marrant comme le hasard des choses me fait revenir à ça, parce que ça fait du coup peut-être 1 an ou 1 an et demi que c'est resté sur pause. Et Christian Vélo aussi, c'est pareil. J'aimerais beaucoup pouvoir l'avoir. Les deux, je sais. Louis, j'échange quasi tous les jours avec Louis, et Christian Vélo, on a un projet commun, sans en dire plus, dans les tuyaux. Trop cool. Bah écoute, si tu peux faire les mises en relation, j'en serais vraiment hyper heureux. Ouais. Il est pile 10h30. Fabien, je te remercie pour cette conversation toujours passionnante, si inspirante, où on a parlé à la fois de physiologie mais aussi de philosophie, et j'aime beaucoup l'intrication qu'il y a entre les deux, même si le réductionnisme moderne a tendance à les opposer. Les deux sont intriquement et intimement liés. Donc vraiment merci pour ce moment de partage qui moi m'a appris beaucoup de choses et m'a inspiré et ouvert à de nouvelles perspectives. Merci. Moi, je suis très heureux d'avoir commencé la semaine comme ça, sur cet échange. C'est le lancement idéal. Donc, merci de ta confiance, ton invitation, puis pour les 2 émissions. Et j'espère que ça a plu aux personnes qui nous écoutent. Ouais, la première, les gens ont adoré. Ils attendaient la deuxième, donc là, ils vont être contents. Merci Fabien. Je t'embrasse. Portez-vous bien. À bientôt. Bye. Salut. Bye.